Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va étudier, regarder l'impact de la crise que nous vivons actuellement sur le marché des reprises d'entreprises. Alors, je tenais vraiment à faire cette vidéo, cet audio, parce que aujourd'hui, nous vivons une crise, une crise parmi d'autres, hein. On a une crise à peu près tous les 10 ans, et on se rend compte que les plus grandes richesses se construisent pendant les crises. Il y a une étude qui est sortie il y a 3 jours qui montre que les milliardaires sont 10% plus riches depuis le début de la crise. Pourquoi? Parce qu'il y a des transferts de richesses très importants qui se produisent pendant cette crise. Et si vous regardez un petit peu sur Google, vous allez avoir des articles qui vont vous expliquer que les milliardaires ont perdu de la richesse, qu'on a perdu des milliardaires sur cette planète. Mais en fait, je vais vous mettre le lien, il n'en est rien. C'est bien l'inverse qui se produit. C'est bien que les riches deviennent de plus en plus riches. Alors, on va se recentrer sur notre écosystème à nous, qui est un écosystème plutôt de TPE, PME, qui encaisse le choc de la crise de façon assez violente, puisque de façon assez inhabituelle, la crise est une crise sanitaire qui débouche tout de suite sur une crise économique, puisque 10 millions de Français sont au chômage, un actif sur deux dans le privé est au chômage, les activités sont à l'arrêt, etc., etc., etc. Alors, on va regarder tout d'abord ce qu'il en est de l'offre, ensuite on regardera ce qu'il en est de la demande, avant de vous parler un petit peu de ce nouveau paradigme dans lequel on rentre, le paradigme coronavirus dans les reprises d'entreprise. En ce qui concerne l'offre, aujourd'hui, on a une chute de la valorisation des entreprises. Et c'est bien normal. Les activités étant au ralenti ou à l'arrêt, les bilans et les comptes de résultats vont être dégradés et donc la valorisation des entreprises va être dégradée. Alors vous savez que en bourse, par exemple, on a un phénomène qui est un phénomène de krach boursier. Ce krach boursier n'a pas eu lieu actuellement, on va faire un peu de macroéconomie. Ce krach boursier n'a pas eu lieu pour la simple et bonne raison que les banques centrales ont injecté massivement de l'argent. Elles ont fait tourner ce qu'on appelle la planche à billets, et en faisant tourner la planche à billets, elles ont acheté des actifs, d'accord? Elles ont acheté des actifs boursiers. Ce qui fait que les bourses sont restées à un niveau plutôt haut, mais de façon artificielle. Ce phénomène n'existe pas, même si on commence à l'envisager. Aujourd'hui, ce système n'existe pas dans l'économie réelle, dans l'économie du commerçant, de l'artisan. Les business qui sont autour de chez vous, eux, on leur injecte pas de l'argent, ou très très peu, et en tout cas on parle plutôt d'endettement d'ailleurs que d'injecter de l'argent, ce qui fait que ce krach boursier n'a pas eu lieu, mais par contre le krach économique, lui, dans l'économie réelle, lui il va avoir lieu, lui il va vraiment exister. Et je vous disais qu'on envisage de peut-être aussi injecter de l'argent directement dans les entreprises, et j'ai vu qu'il y a un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros qui va donc être déployé pour l'hôtellerie et la restauration, c'est-à-dire qu'on va avoir des investisseurs privés, enfin étatiques, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner, mais qui vont directement rentrer dans le capital des entreprises. Alors on n'est pas sur de l'endettement, on est sur un renforcement des fonds propres et des hauts de bilan, mais on voit que le raisonnement est un petit peu similaire à ce que l'on fait déjà en termes de bourse. Néanmoins, tout ceci ne va pas pouvoir durer très longtemps, puisqu'on voit bien que c'est un petit peu une fuite en avant de vouloir endetter les entreprises pour payer du chiffre d'affaires qu'elles n'auront jamais. Tout ceci va quand même diminuer la valorisation des entreprises, c'est un fait. Donc l'offre va devenir, entre guillemets, plus attractive pour les repreneurs, ou en tout cas les prix du marché vont baisser, puisque l'activité se contractant, c'est somme toute assez normal. Ensuite, on a une incertitude notamment sur l'avenir. Alors, les vendeurs, quelles vont être leurs positions par rapport à cette incertitude? Il va y avoir 2 cas. Les gens dont la vente est urgente. Parce que qui vend, en fait? Les vendeurs, c'est des gens qui partent en retraite. Donc ça, la crise, les années passent quand même, donc ils partent quand même en retraite. Les gens qui ont une maladie qui les empêche de continuer à exercer. Donc là, pareil, on est face à deux cas
dans lequel le temps ne va pas aller en arrangeant la situation. Ensuite, on va avoir des gens qui vont vendre par écœurement de l'activité. Là, par contre, le temps va accélérer cet écœurement puisque il suffit un petit peu de se balader sur les réseaux et notamment sur un certain nombre de groupes Facebook de commerçants pour voir vraiment la colère très très forte. Et il est certain qu'un certain nombre de ces commerçants, artisans, entrepreneurs vont décider de vendre leur affaire parce qu'ils estimeront avoir été lésés dans la situation actuelle. Et puis, on a les gens qui vont partir pour des nouveaux projets. À la limite, on dirait que les gens qui vont partir pour des nouveaux projets, eux, ils peuvent mettre leur projet en stand-by le temps que les choses aillent mieux, si un jour elles vont mieux, puisque aujourd'hui, on est dans une incertitude. Donc, cette incertitude, elle va peser un petit peu sur l'offre, puisqu'il y a une partie de l'offre qui va être retirée du marché pour les gens qui peuvent et qui veulent attendre avant de vendre dans une situation qui est quand même assez dégradée. Donc, cette position de stand-by, elle est possible dans un certain nombre de cas, mais dans les cas les plus urgents, eh bien, ça ne va pas être le cas. Et on va se retrouver aussi dans une autre situation, c'est qu'il y a une partie de l'offre qui va se retrouver devant les tribunaux, suite à des dépôts de bilan, suite à des liquidations judiciaires, puisque, par exemple, pour la restauration, on estime que 40% des restaurateurs vont déposer le bilan dans l'année si la situation ne s'améliore pas très très vite. Un restaurant, c'est, de façon assez dramatique, 20 jours de trésorerie en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si pendant 20 jours, un restaurant n'est pas alimenté par du chiffre d'affaires, il se retrouve en cessation de paiement. Donc, vous voyez que pour l'offre, la situation des vendeurs est un peu contrastée. On va dire qu'elle va se contracter, mais dans tous les cas, le prix du marché va diminuer, ça c'est sûr et certain. Ensuite, dans la position des repreneurs. Dans la position des repreneurs, il y a 3 choses à regarder. Un repreneur, il a besoin de quoi? Il a besoin d'une offre, comme on vient de le voir. Ensuite, il a besoin d'argent pour pouvoir acheter. Et enfin, il a besoin d'une visibilité et de certitude. L'offre, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, l'argent. Tout de suite va se poser une question qui va être la question de l'accès au crédit. Sur les crises qui ont précédé, ce qui a fait très très peur aux politiques, c'est quand on a parlé tout de suite de la crise de 29, etc., c'est que c'était une crise du crédit. Les banques n'avaient plus d'argent pour prêter aux entrepreneurs. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, mon dernier podcast autour de Louis Fitzgerald, il avait en 79 200 000 livres pour acheter une affaire, un bar, un pub qui en valait 300 000 et la banque ne lui a pas prêté les 100 000 alors qu'il avait un apport énorme. C'était la crise du crédit. Pour éviter la crise du crédit, là encore, on a fait tourner la planche à billets et on a injecté de l'argent dans les banques pour que les banques puissent continuer à délivrer du crédit, de l'argent dans l'économie réelle. Conséquence de ça immédiate, par exemple, je parlais pour nous, tous nos crédits ont été reportés sans qu'on ne demande rien à personne de 6 mois. Pourquoi? Parce que les banques avaient de la liquidité et il y avait la planche à billets derrière qui tournait. Cette injection monétaire facilite donc le crédit. C'est pour ça que, à la suite de ce qui va se passer là, il n'est pas sûr du tout que l'immobilier se casse la gueule. Il n'est pas sûr du tout que l'immobilier tombe parce que si l'accès au crédit est toujours soutenu comme il l'est aujourd'hui, eh bien, il y aura toujours autant d'acheteurs dans l'immobilier, d'accord? Puisque là, cette fois-ci, on va être dans l'immobilier. Dans l'immobilier, il y a moins de paramètres économiques. Et il y aura toujours autant de gens pour acheter, il y aura toujours autant de gens pour vendre. Et comme l'accès au crédit va être facilité, les prix de l'immobilier pourraient même monter. Alors, on verra, personne ne sait ce qui va se passer, mais c'est une hypothèse parmi d'autres. Tout comme c'est possible que la bourse ne tombe pas comme elle devrait tomber, toujours pour les mêmes raisons, de cette injection monétaire. Donc, on va dire que l'accès au crédit, on va partir quand même d'un postulat qui est que l'accès au crédit est quand même, on ne va pas dire facilité, parce que les banques aujourd'hui travaillent dans des situations dégradées, tendues, elles font face aux plus urgents et aux demandes les plus urgentes, mais à l'issue de ça,
il est sûr et certain, compte tenu du passé, compte tenu de la crise de 2008, compte tenu des crises antérieures, que les gouvernements, les banques centrales soient très vigilantes à ce que les banques favorisent le crédit. Donc, on va dire que du côté des demandeurs, ce point de l'argent, il peut être aidé par l'injection monétaire. Par contre, du côté des entreprises, les trésoreries sont plus dégradées. Donc, pour des entreprises qui voudraient faire des acquisitions externes, de l'intégration horizontale, acheter des concurrents, eh bien, là, les questions peuvent se poser. Mais les entreprises qui vont avoir les reins les plus solides, le plus de trésorerie vont se trouver dans une situation extraordinaire de pouvoir racheter des concurrents qui seraient en difficulté. Donc, voilà ce qu'il en est pour l'argent. Maintenant, on va regarder le troisième point qui est donc, pour les repreneurs, la visibilité et la certitude. Il est quelque chose de certain, puisque je discute avec beaucoup de futurs repreneurs, de prétendants à la reprise, c'est que beaucoup, peut-être d'entre vous, si vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes rentrés dans une attitude attentiste. Je regarde. Je mets mon projet de reprise en stand-by compte tenu de la situation. Il y a donc une contraction des repreneurs. Ce que je voudrais vous dire, si vous êtes dans cette situation, c'est que attendre coûte cher. Coûte très cher. Je ne vous dis pas de vous positionner immédiatement, mais je ne vous dis pas de rester en stand-by comme je le vois pour beaucoup. Regardons un petit peu le profil des repreneurs pour comprendre la demande du côté des gens qui veulent acheter. On a plusieurs profils. On a le profil des entreprises, et comme je vous l'ai dit, il y a des entreprises qui vont se positionner sur des concurrents du fait d'avoir un trésor de guerre, une trésorerie, et qui vont pouvoir acquérir de nouvelles entreprises de ce fait-là. Ensuite, on va avoir des salariés. Alors, les salariés, eux, on dit qu'un repreneur, la moyenne d'âge est plutôt de 45 ans. Je vais aussi parler et même mettre dans cette même catégorie les demandeurs d'emploi. Là, c'est un petit peu l'incertitude pour les gens, mais on va se dire que la crise est toujours un accélérateur d'une tendance de fond. Et la tendance de fond, c'était quand même de sortir du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat pour un certain nombre de salariés. Justement, 50% des salariés aspirent à devenir entrepreneurs. Et il est certain que ces 2 mois à rester, entre guillemets, en confinement, à la maison, fait que beaucoup ont eu un temps d'introspection et se sont rendus compte que leur vie de salarié était une vie qu'on appelle de la rat race, c'est-à-dire se lever très tôt le matin, passer du temps dans les transports, et pour un emploi qui n'était pas aussi épanouissant que ça. Et c'est pas sûr du tout que ces gens-là veuillent y revenir, et en tout cas, c'est clair qu'un jour ou un autre, ces gens-là vont arriver sur le marché de l'entrepreneuriat ou sur le marché de la reprise d'entreprise. Mais pas tout de suite, parce que on va être face à des gens qui vont avoir un profil plutôt prudent. Enfin, les chômeurs, le chômage va augmenter, il va y avoir un certain nombre de chômeurs qui vont arriver aussi sur le marché de l'entrepreneuriat et des reprises d'entreprise, des gens qualifiés, expérimentés, et qui vont bénéficier des aides à la reprise, qui elles ne vont pas s'arrêter, bien au contraire. Enfin, dans les profils, à côté de ce profil de l'entreprise qui peut agir très vite ou être mangé très vite, à côté de ce profil du salariat et de la personne sans emploi qui va plutôt être prudente, attentiste, en train de regarder, se profile un nouveau type de repreneur. Donc ça peut être aussi des salariés, mais on va se dire que c'est un profil qui, lui, ne va pas être prudent, qui va vouloir saisir l'opportunité. Dans ce profil, on va aussi avoir des salariés, on va aussi avoir des gens sans emploi, on va aussi avoir des entreprises, mais on va surtout avoir un écosystème de nouveaux entrepreneurs, des entrepreneurs qui court-circuitent le système ou qui cherchent toujours à court-circuiter le système parce qu'ils ont compris que la richesse n'était pas liée au travail, que la richesse était liée à l'acquisition d'une opportunité. C'est notamment la génération qui a bénéficié de l'effet du Bitcoin. Alors, personnellement, je n'ai pas acheté de Bitcoin, ok ? C'est quelque chose que je vais faire bientôt, mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Mais je pressens
cette génération, je la vois, je la connais, et je sais qu'elle va arriver sur ce marché de la reprise d'entreprise. C'est déjà un petit peu le cas, il y a un certain nombre de personnes qui se positionnent publiquement d'ailleurs sur ce marché-là, parce que, effectivement, il y a une opportunité énorme, 30 000 entreprises à vendre dans le pays, je ne sais plus combien qui ne trouvent pas repreneur, parce que justement, le marché est compliqué, il était déjà compliqué avant, il va être encore plus compliqué demain. C'est donc un profil d'investisseurs, ce que j'appelle des investisseurs entrepreneurs un peu plus, entre guillemets, malins, en tout cas qui va aller chercher la véritable opportunité, la véritable pépite dans ce marasme, et qui va notamment écouter des podcasts comme celui-là, commencer à se former, commencer à chercher des entreprises, et qui va rester actif dans cette période, et qui ne va pas rester attentiste. Alors, une fois qu'on a compris l'offre, une fois qu'on a compris la demande, je voudrais maintenant vous parler du paradigme Corona. Troisième point de cet audio, le paradigme Corona. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand il y a eu les attentats en 2011, on n'a plus jamais pris l'avion comme on le prenait avant. Avant, le contrôle de sécurité, c'était assez light. On pouvait amener de l'eau, on pouvait on n'était pas autant, entre guillemets, contrôlé, même si les contrôles sont surtout là pour nous rassurer. Mais il n'y avait pas autant de contrôle. Ce qui va se passer demain, c'est exactement la même chose. Quand on va sortir de cette crise, et entre parenthèses, c'est pas sûr qu'on en sorte tout de suite, je veux dire la crise sanitaire, on dit que maintenant que c'est le vaccin qui va nous faire sortir de la crise, sauf que le vaccin, 2021, il y a quand même beaucoup de spécialistes qui disent que c'est assez optimiste. L'immunité collective, on voit que c'est compliqué. On se trouve donc dans une situation où il va falloir vivre avec le virus pendant 2 ans. Les Jeux Olympiques de 2021, on commence tranquillement à le dire, mais vont être annulés à Tokyo. On se profile sur quelque chose à long terme. Les compagnies aériennes, profilent un retour à la normale dans 3 ans, et moi, c'est aussi mon pronostic, c'est plutôt 3 ans. Donc, on va être dans un paradigme Corona pendant cette période qui va être une période assez extraordinaire pour reprendre des entreprises, si vous avez un petit peu compris et suivi, et si vous êtes d'accord avec mon cheminement. C'est-à-dire que les entreprises sur lesquelles on va devoir se positionner, ce sont des entreprises qui vont être Corona compatibles. Un restaurant qui fait 20 mètres carrés et qui a 30 couverts, c'est très compliqué de se positionner dessus, parce qu'il n'aura jamais la distanciation sociale nécessaire qui va être rendue obligatoire par la loi. Je lisais encore le mail de ma députée aujourd'hui, et vraiment il y a une volonté de légiférer sur les règles sanitaires qui vont s'appliquer dans tous les établissements recevant du public et dans toutes les entreprises. Et vous savez très bien qu'en Europe et en France, on sait très très bien faire de la norme, donc ne vous inquiétez pas, les normes vont arriver. Donc il faut que nos établissements, si on achète des établissements, nos entreprises, si on achète des entreprises, doivent être Corona compatibles. Donc vous devez intégrer ce paramètre-là, notamment l'espace, notamment la possibilité d'automatiser un certain nombre de choses, notamment le fait de comprendre que dans la pyramide de Maslow, les gens qui vont le plus s'enrichir sont les gens qui vont être sur la base de cette pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins de sécurité alimentaire, et que les besoins, on va dire, de loisirs, etc., le haut de la pyramide de Maslow, de réalisation de soi, ça c'est des business qui vont souffrir, mais moi je suis dans le top du top, d'accord? Je suis vraiment dans le loisir à fond. Donc du coup aujourd'hui, c'est nous qui souffrons le plus, mais c'est nous demain qui allons bénéficier aujourd'hui aussi des plus belles opportunités. Essayez aujourd'hui de reprendre un supermarché, essayez de reprendre aujourd'hui une activité qui tourne à fond, c'est jamais là où c'est intéressant. La reprise d'entreprise est toujours intéressante sur des activités qui ont du potentiel. Et quand on voit des entreprises qui tournent à fond, à plein, qui ont un degré, un level de potentiel qui est très très faible, c'est des entreprises sur lesquelles on ne va pas se tourner. Donc justement, on va aller se tourner vers des entreprises qui sont plutôt dans le haut de la pyramide et pas dans le bas. Alors, tout à l'heure, je vous disais que la situation attentiste me dérangeait et que attendre coûte cher. Ce que je vous invite à faire, si vous êtes acheteur, si vous êtes potentiel acheteur, c'est d'être extrêmement en veille sur le marché, c'est de commencer à prendre des contacts avec
des entreprises, commencer à vous positionner, mais effectivement attendre plus de visibilité, même si on peut partir sur un scénario noir, qui est un scénario de 2 années d'activité perturbée par le corona. Alors, sauf si votre secteur est peu impacté et que vous avez décelé un potentiel de croissance extraordinaire qui va vous permettre de démultiplier l'activité, mis à part cette situation-là, je vous invite à vous positionner, mais à engager les premiers échanges, les premiers contacts, sans forcément vouloir conclure demain matin. Pour ceux qui souhaitent passer à l'action, je vous propose de vous abonner à la lettre du repreneur que je vais vous mettre en description. C'est un email quotidien que j'envoie aux membres de la lettre et qui rassemble mes 10 années d'expertise et d'expérience dans la reprise d'entreprise. Il faut savoir que sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, je suis vraiment dans la surface des choses et je vais beaucoup plus loin, j'approfondis beaucoup plus dans des échanges privés, dans des contacts privés, puisqu'il y a des choses que je ne souhaite pas, entre guillemets, révéler sur la place publique et qui méritent, dans tous les cas, un approfondissement qui ne peut pas être fait de cette manière-là, dans tous les cas. Vous pouvez vous y inscrire. Je vous envoie ces emails et on peut d'ailleurs échanger pendant la réception de ces emails. Si vous avez des questions, je réponds volontiers à tous les emails. Voilà, chers amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt pour un prochain podcast. Ciao!